Bonjour, c'est le professeur Hervé Saint-Louis pour le cours 7CMM 240, écriture dans les médias émergents et présentation des projets. Donc aujourd'hui, on va faire un rattrapage sur la gestion de projet pour les projets techniques. Donc on va regarder en premier plein d'éléments et de théories sur la gestion de projet. On va ensuite regarder la méthodologie de gestion de projet et finalement, on va regarder rapidement la rédaction des périmètres et la portée du projet et des livrables. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est pas un cours poussé sur la gestion de projet. Il y a des cours entiers et même des diplômes en entier sur la gestion de projet. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une couverture très rapide de quelques concepts de gestion de projet pour voir comment est-ce que ça peut nous aider dans la création de projets techniques, comme les applications, les bornes électriques, les installations, comme on le voit dans le reste du cours. Quelque chose d'important qu'il faut comprendre en gestion de projet, c'est ce qu'on appelle le triangle de la gestion de projet, ce qui veut dire que notre projet est toujours influencé par trois éléments importants. Donc, les coûts, le temps que ça prend et les périmètres. Il y a d'autres versions de ce qu'on appelle le triangle de la gestion de projet. Il y a ce qu'on appelle le triangle d'or qui, lui, regarde plus la qualité, les coûts et les délais. Il y en a d'autres qui vont mettre des termes dans le milieu, ils vont souvent mettre qualité dans le milieu ou même stratégie, objectif d'un projet dans le centre en disant que ce sont eux qui sont influencés par les trois autres paramètres par-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet, il y a toujours les coûts, le budget, le temps et les délais et la portée de notre projet qui influence ce projet. Si les coûts dépassent, ça va affecter le temps qu'il nous reste et les périmètres aussi. Il ne reste pas assez de temps, nos coûts vont augmenter pour être capable de rattraper en mettant plus de ressources sur le projet. Si les périmètres sont trop complexes pour le projet et on les a pas contrôlés dès le départ, on n'avait pas une bonne idée de qu'est-ce qu'on voulait, mais c'est sûr que le temps et les coûts vont augmenter, ce qui va éventuellement affecter aussi la qualité du projet. Dans le contexte qui nous intéresse, on parle des projets techniques. Donc, ce qu'on regarde souvent en classe, des applications mobiles, des sites web, des bornes électroniques dans des installations comme des musées. Le problème avec les projets techniques, contrairement à d'autres projets, je dirais comme des ponts ou des bâtisses à construire, c'est qu'il y a des humains qui sont impliqués, mais aussi des machines qui sont impliquées dans tout ce qu'on fait. Donc, on a toujours le côté informationnel qui prend une place importante. Les projets, il y en a à tous les niveaux dans une organisation. Il y a des plus petits projets et des plus grands projets qui demandent plus d'effectifs et plus de ressources. Ce qui est important, c'est de savoir que la grosseur du projet n'est pas le plus important déterminant de est-ce qu'on devrait utiliser des approches de gestion de projet pour être capable de mettre en œuvre un projet technique. Donc, j'ai utilisé un exemple aujourd'hui qui ressemble beaucoup au projet qu'on a à faire pour la session, qui est une application pour un musée. Donc, le scénario et la plupart des exemples que je vais essayer d'aller chercher pour vous aujourd'hui vont se baser sur le fait que vous faites partie d'une équipe de gestion pour un musée et vous devez vous prémunir d'une application mobile pour les visites guidées dans le musée sur lequel vous faites partie de la direction. C'est à vous de mettre le projet en place. Vous serez le gestionnaire de projet pour créer une application pour le musée. Alors, la plupart des exemples, je vais les prendre directement de ceci, puisque ça ressemble beaucoup à ce que nous regardons dans le cours. Ça devrait être un peu plus familier. Dans la gestion de projet, il y a des tâches qui sont beaucoup plus importantes que d'autres et vous allez remarquer que ces tâches sont directement reliées avec le triangle de la gestion de projet. Et comme je vous avais dit qu'il y avait certains éléments qui des fois viennent, on voit ici que la gestion de la qualité, la fiabilité, s'assurer que le livrable final est conforme aux normes et aux objectifs préétablis, ben lui aussi, il fait partie des tâches principales. Donc, évidemment, la gestion de la portée, quelles sont les tâches nécessaires pour compléter le projet? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le projet aussi? Comment est-ce qu'on l'a défini auparavant? Évidemment, ensuite, il y a la gestion de temps et des délais. C'est une estimation du temps que ça va prendre pour chaque étape du projet. Dans un cours plus avancé, on pourrait voir comment est-ce qu'on planifie plusieurs tâches en même temps pour être sûr qu'elles arrivent à un moment donné spécifique, ce qu'on appelle le chemin critique en gestion de projet. On va pas aller jusque-là aujourd'hui, puisque c'est seulement, comme je le rappelle, une couverture très brève de c'est quoi la gestion de projet et comment ça peut nous aider. Et finalement, on a la gestion des coûts pour préparer le budget et les dépenses pour ne pas dépasser ce qui est alloué au projet. On comprend tout de suite que si on dépasse les finances, ça va affecter la qualité, le temps et la portée du projet aussi. On se rappelle toujours de notre triangle de gestion de projet qui nous permet de bien comprendre que si un des éléments, il y a un problème avec, ben les autres aussi vont avoir des problèmes évidemment.
En dessous de ça, on a ce qu'on appelle des tâches de facilitation en gestion de projet. Ce sont des tâches tout aussi importantes, mais ce sont des tâches qui reviennent constamment et qui ne sont pas tout à fait reliées avec le triangle en particulier. C'est comme des sous-tâches, mais qui sont toujours présentes quand on fait des projets. Le premier, évidemment, c'est la gestion des ressources humaines. On gère les personnes. Comment est-ce qu'on travaille avec les personnes qui vont faire notre projet? Est-ce qu'on embauche à l'extérieur? Est-ce qu'on embauche à l'interne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on permet les gens de faire du temps supplémentaire ou pas? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on écoute ce que l'équipe de production nous dit sur le projet quand ça fonctionne pas, ou si ça fonctionne, ou s'il y a un problème? On va le voir plus tard avec les approches agiles. La gestion de risque, c'est toujours un élément hyper important quand on gère un projet. Il faut être capable d'identifier des risques potentiels et d'être capable de les minimiser avec des plans alternatifs, des plans de contingence pour être capable de dire si mon équipe de développement en Inde ici n'est plus disponible pour travailler avec nous pour 2 mois parce qu'il y a eu une inondation ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer le plus rapidement possible? Vous savez, il y a beaucoup de projets techniques qui sont faits dans des pays comme le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan. Donc, si nos équipes ne sont pas disponibles parce qu'il y a eu un désastre ou quelque chose comme ça, il faut être capable de rapidement se retourner et trouver une autre solution pour les remplacer. Donc, la gestion du risque va regarder ces items-là spécifiquement. Quand on travaille avec des logiciels, la gestion des approvisionnements, c'est la gestion des ressources matérielles, services aussi, qui entrent dans la configuration de notre projet. C'est pas nécessairement les ressources humaines, mais c'est parallèle à ça. On va aussi gérer qu'est-ce qu'on a créé. Donc, le portfolio d'acquis pour l'organisme. Si on veut créer une application pour le musée, cette application-là va ensuite devenir une partie importante de notre portfolio. Donc, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que l'organisme a à offrir? Qu'est-ce qu'il possède? Donc, pour être capable de créer un élément de valeur qui va se rajouter plus tard dans notre portfolio organisationnel, il faut être capable de gérer toutes les ressources qui sont mises de l'avant pour être capable de constituer ce nouvel élément qui va se rajouter dans le portfolio de l'organisme. La gestion des communications, vous êtes des étudiants en communication, vous comprenez tous qu'est-ce que vous devez faire. Ici, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la communication organisationnelle. Donc, la communication qui se fait à l'intérieur d'un organisme, mais aussi la communication qui va se faire avec les clients autour, les fournisseurs de services et toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, que ce soit vraiment à l'interne, mais aussi à l'externe. C'est pas tout à fait relié avec la communication avec le public. Souvent, quand on est en fabrication d'un projet, le public n'est pas tout à fait impliqué. Jusqu'à un certain niveau. Si on regarde dans l'industrie du jeu vidéo, on pourrait dire que souvent, les fans sont vraiment au courant de quelle version de jeu est en développement et ils vont demander de l'information aux développeurs de jeux pour être capable d'être informés et pouvoir même faire partie des tests bêta pour être capable de tester le jeu en avant-première. Donc, c'est vrai que la plupart du temps en gestion de projet, les communications sont à l'interne ou avec ce qu'on appelle des stakeholders, donc des personnes d'intérêt pour le projet, le client, les fournisseurs. Mais des fois, on va faire appel au public un petit peu. Ensuite, un élément assez important, c'est la gestion du changement. Pour moi, la gestion du changement, c'est ce que j'appelle la couche logicielle sur la gestion de projet qui est la couche plus structurelle physique. Donc, c'est la facilitation, c'est gérer les émotions des gens et leur anticipation pour un projet, mais à l'interne d'une entreprise. Parce que quand on déploie une nouvelle solution, ça peut affecter plein de personnes. Et souvent, les gens dans notre organisme peuvent être réticents au changement, peuvent ne pas vouloir embarquer dans notre projet. C'est souvent une autre personne qui va faire le travail de gestion de changement, mais c'est important ici de mentionner que la gestion du changement, tout comme les autres formes de gestion qu'on voit ici, sont des parties intégrantes de la gestion de projet en parallèle et constitutives aussi. Donc, c'est pas après qu'on a créé une application mobile qui va changer comment ça fonctionne dans notre musée que là, on va l'imposer de force aux employés du musée. Non. Dès la constitution, dès que les idées de faire une application pour un musée est mise en marche, il faut parler avec nos employés, avec les gens pour qui la visite guidée va être changée. Si j'ai des guides à temps plein dans mon musée qui sont là et que là, je rajoute une application, ils vont se demander, mais est-ce qu'on est en train de me remplacer par un logiciel, par une application mobile? Ils vont vouloir savoir, est-ce qu'on va les réaffecter ailleurs? Peut-être qu'ils vont avoir des réticences. Peut-être qu'il y a de la formation à faire sur les applications mobiles pour comment aider les visiteurs à mieux utiliser notre application dans le musée. Donc, il y a plein de choses ici qui peuvent affecter qu'est-ce qui
qui va se passer? Un exemple un peu plus concret peut-être, c'est je suis un supermarché et je veux implémenter des caisses automatiques où les clients vont payer directement sans passer par une caissière. Donc, vous pouvez comprendre que dans mon supermarché, j'ai des caissières, j'ai des gens sur le plancher qui travaillent. Une fois qu'ils voient ces caisses arriver, ils vont se demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc, la gestion du changement est hyper important pour amener ces personnes-là à embarquer avec nous dans le changement. Et aussi les écouter, parce que peut-être qu'elles vont nous dire des choses, qu'elles comprennent mieux le plancher du musée, du supermarché que nous, et sont capables de nous aider à peut-être faire une meilleure décision. Peut-être que la caisse automatique, c'est pas une bonne solution d'en mettre autant qui était suggéré. Ben, il faut faire confiance à ces personnes-là qui sont sur le plancher et qui sont dans le sein de notre organisation pour être capable de bien les intégrer et les écouter. Il y a encore une fois, il y a des cours en entier sur la gestion du changement. Donc, malheureusement, je vais pas aller plus loin que ça, mais sachez que c'est un domaine très, très, très étudié et très important quand on fait des projets et souvent, on a tendance à se concentrer seulement sur l'outil, sur ce qui est créé, le côté technique, instrumental et oublier le côté humain. Mais quand on parle du côté humain, on ne parle pas seulement du côté humain de nos clients, de nos visiteurs, mais on parle aussi du côté humain des gens dans notre organisme. C'est important de les intégrer et de leur faire savoir qu'ils ont leur mot à dire dans le projet technique final, eux aussi. Que c'est pas une décision qui vient seulement d'en haut, c'est une décision que toute l'organisation porte ensemble. La gestion du changement peut souvent briser l'implémentation d'un projet. Donc, on a payé une nouvelle technologie très chère et quand c'est le temps de la déployer, c'est là que ça bloque. En général, quand ça bloque, c'est parce que la gestion du changement n'était pas bien faite. Une chose importante dans la gestion de projet, avant même de commencer notre projet, on va souvent commencer par ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'études de faisabilité, mais les plus importantes dans ce qui nous concerne directement dans un projet technique, c'est ce qu'on appelle évidemment la faisabilité technique et la faisabilité financière. Alors, on va poser des questions sur est-ce que ce qu'on veut créer, c'est nécessaire et est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'il faut créer de toutes pièces une nouvelle technologie qui n'existe pas? Par exemple, il y a des applications commerciales de musées qui existent déjà. Un musée pourrait juste se prévaloir d'une application qui existe et essayer de la faire adapter à ses besoins le plus possible. Peut-être que des fois, c'est pas possible et peut-être que ça vaut la peine de créer sa propre technique, sa propre technologie. Est-ce qu'il y a des alternatives dans les applications de musées qui sont déjà sur le marché? Il y a des contraintes sociales, de sécurité, juridique et sociale constamment, aussi d'utilisation. Donc, pour certaines applications de musées, probablement que j'aimerais que les personnes non-voyantes puissent être capables de les utiliser aussi bien dans leur visite qu'une personne voyante. Peut-être que si j'ai un texte qui est dit à l'oral, les personnes malentendantes ne pourront pas entendre les textes. Donc peut-être que je devrais avoir le texte qui est écrit dans mon application mobile pour que les personnes qui ne peuvent pas l'entendre puissent au moins lire le contenu. Tandis qu'une personne non-voyante, qui évidemment ne peut pas lire le texte, puisse au moins l'entendre. Donc probablement que dans mon projet de faisabilité, il faudrait que j'ai une application qui est assez flexible pour faire les deux en même temps ou fermer un des deux canaux de communication selon les besoins du client ou ses préférences. Ensuite, très important, quand on crée une nouvelle technique, en plus d'avoir des contraintes de sécurité juridique et sociale et d'inclusivité et d'utilisabilité dès le départ, il faut toujours penser aux questions de confidentialité et de vie privée. Confidentialité, ça veut dire les données qui sont recueillies par un tiers et qui sont gardées sur la plateforme, sur l'application. La vie privée, est-ce que notre application peut exposer quelqu'un, mettre en danger ou annoncer des informations personnelles sur elle en public? La faisabilité financière, c'est le prix que ça coûte, c'est évident. Et quels sont les bénéfices financiers? Est-ce que ça serait une meilleure idée d'acheter une solution, une application mobile pour notre musée qui existe déjà, ou est-ce que c'est pas mieux de créer notre propre technique? Il y a des bénéfices intangibles qui viennent en compte aussi. Quand je parlais du portfolio qu'on crée, ça fait partie de ça. Donc, un bénéfice intangible pourrait être la valeur de l'application qui augmente la valeur de mon entreprise, de mon organisation aussi. Donc, on va poser des questions sur combien ça coûte pour fabriquer tout ça, évidemment, et quels sont les risques, est-ce que ça vaut la peine de construire, acheter ou louer. On va en parler beaucoup de ça maintenant. Donc, quand on crée un projet technique, vous voyez sur le tableau, il y a plusieurs étapes quand on veut planifier, si on veut acheter, louer ou faire construire une application de toutes pièces. Donc, évidemment, on va définir l'envergure technique et financière du projet, on va planifier le projet, et c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Si je décide d'acheter ou de louer, bien, la suite, c'est je vais déterminer
déterminer qu'est-ce que je veux, donc les spécifications, trouver un fournisseur et acheter et intégrer un système dans mon organisme. Et évidemment, à la fin, la transition, donc le déploiement du nouveau système. Et rappelez-vous encore une fois, en gestion de changement, le côté humain, ça fait partie de tout ça ici. Rappelez-vous que si je veux acheter ou louer, peut-être qu'il y a une équipe à l'interne qui voulait bâtir cette nouvelle technologie-là et on leur empêche. Alors comment est-ce que eux, ils vont vouloir participer une fois qu'on leur a dit non, on va aller prendre un fournisseur à l'extérieur. Il y a l'option construire maintenant. Si on veut construire, c'est là que ça devient important. On peut soit construire à l'interne. Donc on va prendre nos ressources qui sont déjà avec nous dans notre entreprise, dans notre organisme, pour construire le projet, ou on va prendre un fournisseur. Il peut y avoir plein de débats ici et plein de désaccords. Et c'est le travail des gestionnaires de projet et des personnes en gestion de changement de trouver une solution de facilité. Quelle est la meilleure solution pour l'organisme? Est-ce que c'est de prendre les ressources qu'on a à l'interne pour bâtir le projet ou est-ce que c'est pas mieux de trouver un fournisseur? Mais même si on trouve un fournisseur, il nous faut quand même quelqu'un qui va travailler avec ce fournisseur-là à temps plein pour gérer le projet avec eux. Donc l'intermédiaire de notre organisme qui va travailler directement avec l'intermédiaire du fournisseur pour que le travail soit fait. Pour les deux solutions, quand on veut construire une nouvelle technique, comme dans notre cas ici une application mobile pour un musée de toutes pièces, bien, on va déterminer les spécifications, qu'est-ce qu'on veut, comme on a fait plus tôt aussi. On va bâtir le système et encore une fois, on va faire la transition vers le nouveau système. On va l'installer, on va le déployer. Donc la question construire, acheter ou louer, c'est une question qui revient constamment. Ça dépend de la nature du projet. Ça dépend c'est quoi sa portée. Est-ce que c'est un gros projet d'envergure qu'on est capable de faire nous-mêmes ou est-ce qu'on a juste besoin d'une application très spécifique. Donc on n'a pas besoin de prendre nos ressources pour essayer de le bâtir nous-mêmes. On peut juste acheter quelque chose rapidement qui existe déjà. Un exemple ici que j'ai, c'est est-ce que je veux une application qui va permettre de gérer les communications des influenceurs sur des plateformes. Il y en a déjà une qui s'appelle Hootsuite, mais est-ce qu'on veut créer notre propre plateforme pour être capable de le faire? Dans l'exemple ici, évidemment, c'est une application mobile que j'ai. Un autre cas très typique dans plusieurs universités, c'est le système de gestion des cours qui va être utilisé dans l'université. L'Université du Québec en général s'appuie sur Moodle, mais il y a d'autres solutions qui existent ailleurs dans d'autres universités, telles que Blackboard ou Canvas. Ce sont des systèmes concurrents à Moodle qui existent. C'est une grande question en général dans l'exemple qu'on a ici. Qu'est-ce que l'université va utiliser? Si je regarde Moodle, Moodle est souvent développé à l'interne. C'est quelque chose qui va être développé par l'équipe interne de notre université parce que c'est un logiciel libre de droit, c'est une plateforme libre de droit qu'on installe. Ce qui veut dire que la configuration, on va la faire nous-mêmes. Oui, on peut payer des fournisseurs experts en configuration Moodle. On peut le faire aussi. Donc, dans le cas ici, ce serait une technique qu'on a empruntée, même si elle est gratuite, mais qu'on pourrait développer soit à l'interne ou soit aller chercher un fournisseur à l'externe. Si je prends l'exemple de Blackboard et de Canvas, Blackboard et Canvas sont totalement des techniques qui appartiennent à un fournisseur et le fournisseur va travailler directement avec l'université pour configurer la plateforme pour l'université. Et des fois, ils vont même changer le nom de la plateforme et configurer exactement les couleurs, les logos pour que ça ressemble le plus possible à l'université. Mais pour les gens qui ont été dans plusieurs universités, on reconnaît toujours l'interface de base. On se dit, ça c'est du Canvas, ça c'est du Blackboard, ça c'est du Moodle. Donc, quand on veut construire, c'est une solution pour une application mobile qui va être unique à notre organisme. Il y a personne d'autre, aucun autre musée va avoir quelque chose de similaire à nous. Ça veut dire qu'on va avoir un avantage concurrentiel envers les autres avec une application qui est vraiment agencée à nos besoins. Donc, c'est une offre unique sur le marché. Le défi avec ça, c'est que ça peut être beaucoup plus long et plus coûteux puisque tout est à faire du départ. Acheter ou louer une application, ça veut dire que je vais acheter une solution qui existe déjà dans le cas d'un achat. Donc, elle a fait ses preuves, elle a été testée par d'autres clients en théorie. C'est pas toujours le cas parce que ça pourrait être un nouveau fournisseur. On va souvent prendre la solution la moins chère parce que les organismes publics ont des contraintes budgétaires et se doivent souvent de prendre les solutions qui coûtent le moins cher. La solution, on va la retrouver chez d'autres fournisseurs ou chez d'autres concurrents. Et ça peut être même dans des secteurs différents. Une application de musée, elle pourrait être utilisée dans des galeries d'art aussi. Si j'achète l'application ou la loue, on va mettre un skin ou les couleurs de l'université, évidemment, pour la rendre la plus similaire avec l'image de marque de mon organisme. Souvent, dans les musées qui offrent des visites sonores dans les autobus, les entreprises qui offrent des produits dans ce secteur-là, il n'y en a pas tellement beaucoup. Donc, que je sois à Milan ou à Chicago, probablement que le système va être le même. Donc, la visite guidée sonore en autobus
pour être capable aussi d'aller dans le musée et de faire une visite guidée de la ville risque d'être la même application. L'avantage ici, c'est que les visiteurs, les gens qui font beaucoup de voyages, vont être très familiers avec l'interface dès le départ. C'est un avantage, ça, pour mon organisation de savoir que je ne déploie pas quelque chose que les gens vont trouver très difficile puisqu'ils ont probablement une certaine familiarité avec ce système. Cependant, si le système n'est pas bon, les gens vont probablement dire « Ah non, pas encore ce truc-là ici. Hey, je l'ai testé à Chicago, c'était pas bon. Là, on me dit que je vais faire une visite avec ça aujourd'hui. » Donc, ça peut être positif ou ça peut être négatif ici. Donc, il y a ce côté-là, la familiarité, des fois, ça peut être bon et ça peut être mauvais. Ici, j'ai un tableau rapide que vous pouvez consulter pour être capable de déterminer est-ce que vous devriez acheter, louer ou construire. Les avantages d'acheter, c'est que c'est plus rapide et moins coûteux que de partir à zéro. Et les avantages, c'est que il n'y a pas de concurrence facile ici, puisque d'autres personnes, d'autres organismes vont avoir la même application. On peut pas vraiment configurer spécifiquement à notre goût. Ça va dépendre beaucoup du fournisseur aussi pour les mises à niveau. Si je veux louer, c'est probablement l'option la moins coûteuse, tout en sachant que peut-être qu'à chaque année, je dois continuer de payer à chaque fois. Donc, il y a quand même des frais qui peuvent revenir soit mensuellement ou soit à chaque année pour avoir les dernières versions, pour avoir le service, ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est le fournisseur qui va faire probablement les configurations et les mises à niveau. Ça demande pas autant d'employés à l'interne ici. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel en général puisque c'est quelque chose qui est déjà partout. C'est très commun. On n'a souvent pas beaucoup de contrôle sur la configuration. On dépend beaucoup du fournisseur aussi. Les contrats, ça peut être un contrat de 5 ans puis on s'aperçoit après 6 mois qu'on n'aime pas du tout la plateforme qu'on a utilisée. Alors là, on est pris avec pendant 4 ans et demi encore. Ça peut être un des avantages ici. Si on n'a pas bien testé à l'avant. La construction d'une nouvelle application pour nos besoins ici, bien, c'est sûr que c'est le meilleur avantage d'un point de vue concurrentiel puisque c'est quelque chose qui est vraiment ajusté à nos besoins, en théorie. Il pourrait avoir des problèmes de sécurité, malheureusement, et de confidentialité si les standards ne sont pas respectés. Cependant, un autre avantage, ce serait qu'on a un contrôle sur la propriété intellectuelle totale et qu'on contrôle notre propre application à l'interne. Et des avantages de ça, c'est que si on a une équipe très bien formée là-dessus, si on perd beaucoup de personnes de notre équipe à l'interne, ça peut être plus difficile pour quelqu'un d'autre de reprendre le flambeau et de continuer les mises à niveau de notre application. Encore une fois aussi, ça peut être très risqué d'un point de vue sécurité et confidentialité si les normes ne sont pas respectées. Dans la section qui suit, je vais aller plus en détail sur certains des aspects des tâches qu'on a vues en gestion de projet. Encore une fois, c'est très superficiel. On ne va pas en détail puisque nous n'avons qu'une séance pour regarder tout ce domaine-là qui pourrait être une maîtrise, un bac et un cours complet. Donc, la gestion de la portée, c'est quoi? C'est la gestion du périmètre. Qu'est-ce qu'on veut du projet? Comment qu'on l'a défini? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est aussi l'endroit où il y a un accord entre le commanditaire du projet et l'équipe du projet. Donc, c'est là qu'on s'entend sur qu'est-ce qu'on veut faire exactement dans le projet. Des modifications, il faut s'y attendre. Il y en a tout le temps. Mais il y a un processus pour faire les changements. Donc, quelqu'un peut pas rentrer dans votre bureau demain matin et dire change la couleur rouge ici, change-la pour du bleu ici, partout. J'aime pas ça le rouge, je préfère mieux le bleu. Ça m'est arrivé une fois dans le passé sur un projet où on m'a demandé de changer un tout petit peu une couleur. Le changer une petite couleur un tout petit peu, ça m'a pris une journée pour le faire sur un projet en entier. Donc, vous pouvez comprendre que sur des grands projets d'envergure, on ne peut pas juste faire des changements et des modifications facilement. Elle doit être approuvée et elle doit être raisonnable aussi. Rappelez-vous encore de notre triangle de gestion de projet. Si je change une petite couleur ici et je me dis c'est juste changer une petite couleur, changer le rouge pour le bleu, bien ça va rajouter beaucoup de temps au projet et ça va coûter cher de ressources humaines aussi et peut-être même techniques. Donc il faut vraiment faire attention à ces petits changements-là et très souvent les gens qui ne gèrent pas directement le projet vont être tentés de vous demander de faire des petits changements ici et là. C'est pour ça qu'on a aussi un processus de gestion de projet et que toutes les modifications, il y a une façon de les demander pour éviter qu'il y ait des débordements dans le projet et après ça, le client il dit comment ça a coûté si cher? Comment ça il y a eu ça? Comment ça vous me facturez ça? C'est parce que tu nous as demandé de changer du rouge au bleu, ensuite au jaune et ensuite au vert. Ça a coûté un peu de temps et d'argent. Rappelez-vous encore une fois le triangle de gestion de projet qui nous permet de bien délimiter qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet. Donc, dans l'énoncé du périmètre, c'est là qu'on va inscrire évidemment en
façon plus actuelle, pratique. Qu'est-ce que la portée comporte? Qu'est-ce qui fait que le client ou les autres personnes importantes autour de la table, les stakeholders, qu'est-ce qui fait que le projet est acceptable pour eux? Quels sont les livrables exactement de notre application mobile? Qu'est-ce qu'on exclut? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les présomptions qu'on peut avoir sur le projet? Est-ce qu'une de nos présomptions, c'est qu'une application mobile pour un musée doit fonctionner sur Android et iOS? C'est une présomption assez raisonnable. Maintenant, est-ce que notre présomption, on peut la pousser et dire que ça devrait aussi fonctionner sur une tablette? Bon, sur un iPad, c'est assez raisonnable aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les tablettes Android où il y a plusieurs modèles différents et dont la configuration peut être un peu plus difficile? Est-ce que c'est la même application qui est installée sur les mobiles ou c'est une application différente pour les tablettes? Donc, c'est le genre de choses qu'on va déterminer dans l'énoncé des périmètres ici. On va voir plus tard comment on écrit une bonne portée pour bien déterminer les paramètres de notre projet. Il y a une nomenclature à suivre. On ne va pas la faire et la pratiquer comme telle, mais on va la regarder définitivement en plus de détails. Donc, la gestion du temps et des délais, c'est basé sur la définition qui a été faite des tâches dans l'énoncé. Donc, on sait déjà comment ça va être rédigé d'une certaine façon. On sait déjà qu'est-ce qu'on veut faire et c'est là qu'on va déterminer absolument tout ce qu'on veut faire. Donc, on va accrocher un facteur temps et délai à chacune de nos tâches. Et c'est ainsi qu'on va être capable de développer un calendrier pour être capable de savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans chacune de mes tâches et combien de temps ça va me prendre. Il y a même des formules pour déterminer quel est le temps optimum pour chacun des projets et le temps le plus prévisible et qu'est-ce qui arrive si on a un projet qui est plus en retard. Il y a des formules pour déterminer tout ça. Encore une fois, on n'apprend pas ça dans le cours d'aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on peut déterminer notre temps et évidemment notre chemin critique pour savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui doit passer avant une autre tâche en termes de temps pour être capable de faire et d'aller à une autre tâche après. Par exemple, quand je détermine mes tâches et le temps que ça prend, la programmation de mon application et l'interface usagée que je mets par-dessus, ce sont deux choses qui peuvent être faites de façon parallèle. Sauf que à la fin, quand j'arrive avec mon interface finale, il faut au moins qu'elle soit prête pour être déposée sur le code en dessous. La gestion des coûts, chaque chose a son coût, évidemment. Donc, c'est là qu'on doit estimer qu'est-ce que ça coûte et planifier évidemment le budget qui va nous permettre de payer pour toutes ces choses-là. Et s'il y a un écart dans les frais, si le développeur prend plus de temps, mon designer prend plus de temps à faire mes interfaces, bien, pourquoi est-ce qu'il prend plus de temps et pourquoi est-ce que ça me coûte plus cher ici? C'est à ça que ça sert la gestion des coûts. La gestion des coûts, faut la faire évidemment au quotidien. C'est comme la gestion des calendriers, c'est quelque chose qu'on fait constamment au jour le jour. Maintenant, la gestion de la qualité et de la fiabilité, c'est quoi les normes qu'on va utiliser pour notre application mobile? Si on développe une application pour iOS, il y a des normes de Apple déjà qui sont déjà préétablies. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On doit respecter ces normes-là. La même chose pour Android, même si il y a un peu plus de liberté. Ensuite, il y a des normes gouvernementales. Qu'est-ce qu'on fait avec les données des usagers? On ne peut pas juste les garder ainsi. Il faut les traiter, il faut les effacer quand on n'a pas de besoin. On demande seulement les choses qu'on a besoin. Il y a donc plusieurs sortes de normes et il faut aussi savoir est-ce que le projet est bien monté? Est-ce que l'application qu'on a, est-ce qu'elle a des bugs? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Donc, le côté gestion de la qualité, de la fiabilité va nous permettre aussi de toujours être capable de tester pour voir est-ce que ce qu'on a, ça fonctionne bien. Donc, c'est pas un processus qu'on devrait faire seulement à la fin. Ça devrait être continu en théorie. La gestion des ressources humaines, évidemment, les ressources que j'ai qui travaillent sur mon projet. Il y a des gens qui vont rentrer à un moment donné sur mon projet. Il y en a qui vont quitter plus tôt quand ils ont fini de faire leur part. Mais dans tout ce chemin-là, moi, je veux être capable de savoir qui travaille sur quoi à tout moment ici et quand est-ce que j'ai besoin d'eux, quand je n'ai plus besoin d'eux. Et des fois, si j'ai des gens qui doivent travailler, qui sont dans mon entreprise et donc je dois leur trouver des tâches, il faudrait que si je gère plus qu'un projet à la fois, je puisse mettre ces ressources-là sur d'autres projets en attendant que leur partie du projet arrive. La gestion des approvisionnements, donc c'est tous les éléments que j'ai besoin pour réaliser mon projet. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau logiciel pour mon équipe pour qu'ils puissent être capables de développer? Est-ce que tous mes abonnements à Adobe sont faits? Parce que si ma licence d'Adobe ne fonctionne pas de même pour mon équipe, ils ne vont pas travailler vraiment longtemps. Donc, il faut que je m'assure que tous les éléments qu'ils ont besoin pour être capables de faire leur travail soient disponibles pour eux. La gestion des communications, évidemment, on parlait de communication interne organisationnelle tout à l'heure. C'est vraiment ce que ça dit ici. Donc, il faut qu'on ait un plan de communication à qui on va communiquer, ainsi de suite. J'en ai parlé un peu plus tout à l'heure, alors je vais passer à autre chose ici. La gestion du changement, comme je l'ai dit, c'est tout au long du projet. C'est pas seulement à la fin. Il y a une tendance à vouloir faire la gestion du changement, à imposer l'application ou le projet une fois qu'il est terminé à notre équipe. C'est pas la bonne façon, comme
je dis tout à l'heure, il faut vraiment le faire dès le départ, il faut impliquer les gens dans le processus. Donc, avoir une liste, un registre des personnes qui sont des parties prenantes, des stakeholders dans mon projet, c'est toujours important. Des fois, il va y avoir des nouvelles parties prenantes qu'on n'avait pas prévues qui vont se rajouter. Il faut être capable de les accommoder, de les intégrer dans le projet facilement. Alors maintenant, on va regarder les méthodologies de gestion de projet. Il y en a deux grandes méthodologies en théorie. En général, il y a ce qu'on appelle les méthodologies de cycle de vie ou prédictives ou les méthodologies évolutives, en général agiles. J'en profite pour mentionner que j'ai intégré quelques vidéos en plus sur YouTube que vous pouvez écouter tout le long. Et ici, ce serait le moment pour peut-être d'écouter le vidéo YouTube à la fin de cette séance, évidemment, sur la gestion de projet, des méthodes prédictives et des méthodes agiles expliquées en 5 minutes. Donc, les méthodologies de gestion de projet, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de gérer un projet. Ce que je vais montrer jusqu'à maintenant, c'est la façon plus prédictive, mais ce sont quand même des éléments qui sont communs à toutes les méthodologies de gestion de projet. Donc, au départ, il n'y avait pas vraiment de méthodologie. Les gens fabriquaient des choses comme ils pensaient. C'est ce qu'on pense, mais il y a des grands projets qui ont été réalisés dans le passé. C'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui gérait tous ces projets-là. On parle des grandes cathédrales, des pyramides, des choses comme ça. C'était peut-être à une autre époque, mais c'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui pouvait tenir le projet vraiment de façon claire et nette, de savoir où est-ce qu'on allait, et ainsi de suite. En général, la gestion de projet de cycle de vie, ou ce qu'on appelle en cascade, ça nous donne la possibilité d'avoir un projet pour tout un organisme. Mais ça aussi nous donne des projets. Ça peut être un grand projet, comme rajouter un nouveau laboratoire de recherche dans un secteur de l'université. Donc, toute la planification de ça, il va y avoir beaucoup d'efforts qui vont être mis là-dessus. Ensuite, on a les méthodologies évolutives qui, elles, sont plus ponctuelles et nous permettent de faire des changements plus rapidement. Des approches qu'on va utiliser beaucoup plus dans le logiciel, dans les applications mobiles et les boards électroniques. Pourquoi? Parce que souvent, on ne connaît pas tous les détails du projet qu'on aimerait bâtir. Donc, c'est pour ça que les méthodologies évolutives évoluent selon le projet aussi. Donc, la méthode de gestion de cycle de vie, on a déjà une idée d'où va le projet, où commencer, qu'est-ce qu'on veut à la fin. Tout est déjà planifié et détaillé dans la portée du projet. Tandis que les méthodologies évolutives sont pour des projets dont les paramètres peuvent changer rapidement et où il faut être capable de réagir rapidement. Disons que demain matin, les gens du musée nous disent il va y avoir beaucoup de visiteurs espagnols et de langue portugaise qui vont venir l'été prochain. On avait seulement planifié que les applications soient disponibles en anglais et en français. Il faudrait être capable de rajouter les deux autres langues pour la nouvelle clientèle qui va venir au musée. Donc, c'est ici que les méthodologies évolutives sont intéressantes pour nous, puisque on est capable d'intégrer rapidement, de revenir sur le projet et de rajouter les éléments manquants. Dans une approche cycle de vie, c'est un peu plus difficile de faire ça habituellement. On peut le faire, mais c'est pas planifié de cette façon-là. C'est pour ça que les logiciels, ils ont tendance à changer. Il y a beaucoup d'imprévus. C'est pour ça que les méthodologies évolutives sont souvent plus pratiques pour ce genre de projet-là. Donc, le cycle de vie d'un projet en cascade, ça commence souvent par le concept, la faisabilité, l'élaboration, la construction du projet, transition et les tests d'utilisabilité, le déploiement et la maintenance du projet, et le remplacement finalement et le remisage du projet. Et à chacune de ces étapes-là, on doit être capable de toujours revenir en arrière à chaque étape pour revérifier, revalider et refaire une étape qui ne serait pas correcte. Donc, il y a quand même une approche itérative là aussi, mais elle n'est pas aussi prononcée que dans les modèles évolutifs. Quand on parle de gestion de projet agile, c'est des approches qui sont plus centrées sur les personnes, donc nos utilisateurs finaux. Ça veut dire que si on se rend compte qu'il y a une forte partie de notre clientèle qui va être de langue espagnole ou portugaise, c'est très facile pour nous, dans ce modèle-là, d'adapter notre application pour cette clientèle-là rapidement. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu dès le départ, mais on peut le faire en général. Il y a 4 grandes philosophies de la gestion des projets agiles. On veut que les individus, les interactions sur les processus et les outils soient centrales. Les philosophies agiles ont changé un tout petit peu. Elles sont agiles elles-mêmes. Donc, on réagit avec la façon dont les gens développent maintenant les applications, qu'elles soient mobiles ou sur le web, et ainsi de suite, les plateformes. Mais en général, on doit souvent se rappeler que le agile, c'est centré sur l'usager plus que d'autres choses. Et le agile va nous permettre aussi d'aller prendre des informations auprès de notre équipe de développement et de rapidement mettre à jour l'équipe du projet au jour le jour. Donc, s'il y a un problème qui se passe, 2 jours plus tard, toute l'équipe est au courant puisqu'on a des réunions très rapides
et ponctuelle qui nous permet, mais qui ne dure pas longtemps évidemment, mais qui nous permet d'être au fait de qu'est-ce qui se passe dans le projet et ensuite de réagir le plus vite possible et de retourner aux cases de départ, refaire de façon itérative une tâche qui n'a pas fonctionné ou qui n'est pas tout à fait optimale pour le projet final. Maintenant, la gestion de projet agile ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au début du cours qu'on parlait de design thinking. Le design thinking, c'est pas une approche de gestion de projet, c'est une approche plus pour penser et déterminer qu'est-ce qu'on veut faire pour un projet. Donc souvent, on va comparer le design thinking et la gestion de projet agile l'un avec l'autre. Pourtant, le design thinking, c'est plus basé sur le brainstorming, de trouver des idées à un problème qui n'est pas encore réglé. Tandis que les projets agiles, qui eux aussi sont centrés sur les usagers, tout comme le design thinking, eux, ils sont basés sur des applications ou des faits qui existent déjà. Donc, on veut arranger quelque chose qui existe, tandis que dans le design thinking, on veut être capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est très important de voir la différence entre les deux. C'est pour ça que le design thinking, c'est pas une approche de gestion de projet, c'est une approche d'idéation pour trouver des idées. Et c'est pour ça que le brainstorming est une partie si importante du design thinking. Ce n'est pas tout à fait le cas avec la gestion de projet agile où nos données, on va pas les prendre d'un brainstorming, on va les prendre des faits, des travaux qu'on a avec nous. Donc, c'est possible de commencer un projet en design thinking et la gestion qui s'ensuit va se faire de façon agile. Ça, c'est très possible. Maintenant, on va regarder la rédaction des périmètres de la portée, des projets et des livrables. On va pas aller trop en détail, mais il y a certaines choses que j'aimerais que vous portiez un peu attention. Donc, quand on crée le projet, qu'on le planifie, donc ça, c'est évidemment après le design thinking, on sait déjà ce qu'on veut faire un petit peu. Il y a une façon d'exprimer ce qu'on veut, parce qu'on va travailler souvent, si on achète ou on loue le logiciel, avec un fournisseur. Mais il faut aussi être capable d'expliquer ce qu'on veut avec notre équipe de développement, même si qu'elle est interne. Donc, c'est le document qui nous permet d'exprimer en mots qu'est-ce qu'on veut exactement du projet. Il faut se souvenir que ce document-là va être lu par beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas nous. Donc, il faut être capable de s'exprimer le plus clairement possible, pas avec des mots qu'on ne comprend pas. Ben, ici, j'aimerais ça une application qui a du GPS. Okay, mais qu'est-ce que ça veut dire une application qui a du GPS? Est-ce que tu peux expliquer de façon plus claire qu'est-ce que tu veux dire ici par une application qui a du GPS? Qu'est-ce que tu veux du GPS ici? L'important de bien rédiger cette partie-là, c'est parce que c'est ça qu'on va déterminer en tâches plus tard et ensuite les tâches vont être brisées en termes de coût et de temps aussi. Donc, si on dit je veux du GPS dans mon application mobile, c'est pas clair du tout qu'est-ce qu'on veut. Donc, ici, j'ai un tableau qui vous montre qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut bien rédiger et qu'est-ce qu'on ne peut pas bien rédiger en général. Donc, j'ai des exemples ici pour mon application de musée. Donc, le premier exemple, j'aimerais une nouvelle forme d'authentification. Qu'est-ce que je veux dire par ça? OK? Comment que les gens se login dans le système. Donc, ici, je suis plus clair dans la version mesurable, donc la version que je peux transformer en tâche plus simplement. Donc, ici, j'explique que j'aimerais que les usagers soient capables de se loguer à partir de l'application même sur leur téléphone ou d'un furteur qui soit sur le téléphone ou sur un ordinateur. Il faut que l'application soit rapide. Alors ici, on va mettre des chiffres, on va dire il faut que les contenus dans l'écran principal apparaissent en moins d'une seconde. Donc ici, on est capable de mesurer ça. On veut que l'application soit rapide, c'est trop flou ici. Plusieurs usagers peuvent utiliser les ressources de l'application qui pointent vers du contenu en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On veut que, même s'il y a plusieurs usagers qui utilisent l'application en même temps, que les contenus qu'on retrouve en ligne, qui sont téléchargés à partir de notre serveur sur l'application mobile, qu'il y ait au moins 450 personnes qui sont capables d'utiliser notre application en même temps. Je dirais que c'est pas beaucoup. Pour un petit musée, c'est pas beaucoup. Ça dépend vraiment du serveur qu'on a en arrière. Mais au moins, on a un chiffre très clair où on est capable de dire il nous faut au moins 450 personnes qui sont capables d'utiliser le système en même temps. Ensuite, on aimerait que les clients, les visiteurs soient contents. Alors, après avoir fait une évaluation d'utilisabilité et d'expérience utilisateur, on aimerait que le taux de satisfaction dans la version mesurable atteigne au moins 85%. Donc, c'est déjà plus clair ici. Donc, quand vous rédigez, pensez plus rédiger de façon mesurable que de façon non mesurable et de façon floue. On s'adresse à une grande équipe. Il faut qu'on soit capable de déterminer et de mettre des chiffres et de compter le temps, les ressources, l'argent que ça va prendre pour être capable de livrer le projet. Dans les exigences qu'on veut pour une application, pour un projet, il y en a plusieurs ici. Il y a ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles. Donc, comment ça va fonctionner? Un exemple ici, j'aimerais que mon application soit compatible avec iOS 8 et plus et Android 7 et plus. Ça veut dire que même des plus vieux téléphones pourraient être capables de télécharger mon application de musée. Non fonctionnelle, donc c'est basé soit sur la performance
ou le développement, la performance, l'application doit avoir le même design sur chaque plateforme. Ça veut dire que quand on développe soit pour iOS ou Android, on aimerait que l'application soit similaire entre les deux, qu'elle se ressemble beaucoup. Donc, les usagers qui passent d'un téléphone à l'autre, d'une plateforme à l'autre, sont capables de toujours se retrouver quand même. En termes de développement, c'est possible que, puisque je travaille avec le secteur public ici, un musée, il faut que le développement soit fait par une firme canadienne et non étrangère. Toutes sortes de raisons de financement et ainsi de suite. De côté technique, c'est toutes les informations qu'on peut avoir. Donc ici, on pourrait dire que les contenus qui sont téléchargés dans notre application sont hébergés sur un serveur externe qui fait partie de notre site web existant. Du côté entreprise, donc, nos employés doivent être capables de mettre le contenu de l'application à niveau depuis un site web. Ça, c'est peut-être une exigence très importante pour l'organisation. Est-ce qu'il faut faire appel à un fournisseur à chaque fois si on veut changer une page ou du contenu, rajouter des modèles d'avions ou des modèles d'artefacts dans notre musée, ou est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes à l'interne? Donc, c'est quelque chose qu'on peut demander, ces choses-là aussi. Du côté utilisateur, il peut y avoir des situations où les gens sont en situation de handicap et on veut absolument que les personnes non-voyantes ou les personnes malentendantes puissent utiliser l'application facilement. Réglementaire, dans le cas du musée, probablement qu'on veut que l'interface et toutes les informations dans le musée soient bilingues, français et anglais, et qu'il y a aussi une préservation des données de façon confidentielle pour ne pas qu'elles soient réutilisées et qu'il y ait une politique là-dessus, qu'on puisse se débarrasser facilement des données qu'on n'a plus besoin après la visite des usagers. Donc, quand vous allez rédiger vos textes, c'est le genre de choses que j'aimerais que vous portiez attention un petit peu plus. Donc, c'est le cours sur la gestion de projet que j'avais pour vous aujourd'hui. Encore une fois, c'était un survol très rapide de qu'est-ce que la gestion de projet, mais c'est un bon départ. Alors, à bientôt.